Le plateau de la colonne de la Grande Armée de 1940 à 1945. La Seconde Guerre mondiale va marquer un tournant fondamental dans l'histoire de Boulogne, et plus particulièrement du plateau de la Colonne le long du chemin vert. Le 10 mai 1940, il est 5h35 lorsque l'attaque allemande est déclenchée. Tandis que l'armée allemande entre en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, s'attaque aux voies ferrées et aux villes. D'autres attaques se succéderont à partir du 17 mai. Bombardements, pose de mines, mitraillage. Le 22 mai 1940, les Allemands sont aux portes de Boulogne, 12 jours après le début de la guerre. Avant même de pouvoir entrer dans la ville, la division de Panzer de Guderian prit le parc de la Colonne comme point de rassemblement de leurs tanks et de leurs convois automobiles. Le rassemblement de chars dans le parc de la Colonne est repéré par la marine alliée qui croisait au large. Il y a les torpilleurs Cyclone, Mistral, Sirocco, Foudroyant et Frondeur. Le contre-torpilleur Chacal. Les chasseurs de sous-marins 5 et 42. Les dragueurs de mines André Marcel, Soisic, Messidor, Fructidor, Denis Papin, Fréhel, Capnègre. Les vedettes rapides 23 et 44. Et l'Aviso Arras. La flotte française, qui est sous le commandement du capitaine de vaisseau Urvois de Port-en-Parc, commandant du torpilleur Cyclone, ouvre le feu avec une très grande précision contre les rassemblements de Panzer. Malheureusement, à midi, un obus traversa de part en part la statue de l'empereur sur la colonne, à hauteur de la poitrine, mais heureusement sans exploser. Le piédestal de la colonne reçoit de nombreux éclats, et un des pavillons qui flanque la grille d'entrée est éventré. Dans la nuit du 22 au 23 mai 1940, les Allemands cachés dans le parc de la Colonne lancent une attaque sur le fort de la Crèche. Celle-ci est repoussée. Ils utilisent la colonne de la Grande Armée comme poste d'observation. La batterie de la Crèche ouvre un feu nourri sur la colonne à 6 h le matin du 23 mai 1940. Les canons de 194 ciblent notamment la concentration de véhicules allemands situés à proximité de la colonne et les fantassins qui s'approchent. Les canons allemands répliquent à 7 h. Puis un nouvel assaut est donné. Le fort de la Crèche à Terlingtin tombera finalement aux Allemands à 9h30, entouré de 12 chars de 30 tonnes de la 2e division de Panzer du général Rudolf Weyl. Les prisonniers français sont dirigés vers le parc de la Colonne. Le 23 mai 1940, les combats sont très violents à Boulogne et dans les environs. À 7 h, le poste de commandement de la Tour d'Ordre subit son premier bombardement aérien. Peu après, les Panzers se présentent devant l'ouvrage. Ils sont repoussés à plusieurs reprises et se replient alors sur le parc de la Colonne en recouvrant les blindés de branchage. Le nouvel assaut sera le bon. La Tour d'Ordre est prise à son tour vers 17 h. Les prisonniers sont également dirigés sur la colonne. À peine sont-ils arrivés que les obus tirés du contre-torpilleur le Chacal tombent, tuant 3 Allemands, mais pas de prisonniers français. À partir du lendemain, l'occupation de Boulogne par les Allemands débute. Le 24 mai 1940, à 8h30, le contre-torpilleur Chacal est touché par la Luftwaffe au cap d'Alprec, au large du Portel. Gravement endommagé, il est obligé de réduire sa vitesse, puis s'arrête et dérive en flammes sous le tir des batteries côtières allemandes. Il s'échoue le lendemain, 6 km plus au nord. Ces 2 canons ont été récupérés avant leur destruction et sont stockés à Vierville en Normandie. Le torpilleur Cyclone est touché par une torpille le 31 mai vers 1 h du matin, près de Dunkerque. Sous la violence de l'explosion, l'avant est arraché sur une longueur de plus de 20 mètres. Il y a 2 disparus et 13 blessés. Le bâtiment reste cependant dans sa ligne d'eau. 1 heure après, le Cyclone met en route par l'arrière à 4 nœuds vers Douvres. Il y arrive vers midi et débarque ses blessés à proximité de North Goodwern. Il se remet en route vers Brest, où il entrera le 3 juin vers 18 h. Il se sabordera à l'arrivée des Allemands le 18 juin 1940. Dès le mois de juin 1940, le poste de commandement de la Tour d'Ordre est remis en état et recevra un poste de télémétrie. À proximité, la chapelle du Calvaire des Marins, éventrée en mai par un obus, sera transformée en blocos. La Tour d'Ordre et les environs deviendront un point d'appui fortifié avec une batterie légère de DCA, le STP-224 Strandhaffer. Le STP-224 accueillera également un ensemble souterrain de tranchées couvertes menant à des postes de combat, et le fort sera réquisitionné pour accueillir une station d'écoute très perfectionnée, où travaillera un grand savant allemand, le professeur Wilhelm Runge. Jour et nuit,
La totalité du trafic radiophonique des Alliés y sera captée. C'est la marine allemande qui en aura la charge et la protection. Le 24 août 1940, les Allemands font évacuer les hauteurs de Saint-Pierre. Un mois plus tard, la commandanture décide l'évacuation des habitants du chemin vert, du calvaire des marins jusqu'à la colonne de la Grande Armée. Les habitants sont contraints de laisser la clé sur la porte de leurs habitations. Le 26 août, les Allemands pillent le quartier. Pendant l'occupation allemande, peu d'images de la colonne de la Grande Armée sont réalisées. Après avoir été un observatoire de première importance pour les Allemands lors du siège de Boulogne, le monument a failli être rasé par ces mêmes Allemands, qui lui reprocheront de servir de point de repère aux Alliés. Suite aux vigoureuses contestations du capitaine Dickmann, commandant l'artillerie côtière de la Kriegsmarine, et du commandant Balke de l'artillerie de DCA, on retira les charges d'explosifs. Le sommet de la colonne servira de poste d'observation de la Manche et de l'Angleterre. La colonne sera camouflée avec des filets et des branchages, comme on le voit sur ce dessin de l'architecte Pierre Drobeck. Ce camouflage n'empêchera pas la colonne d'être mitraillée par les avions et navires anglais, bien au contraire. Il est d'ailleurs possible qu'elle ait été camouflée pour faire croire à une utilisation plus importante qu'un simple poste d'observation, ou pour créer la confusion avec le radar qui sera installé à proximité. Durant l'hiver 1941, les Allemands prennent conscience que l'ouverture d'un second front à l'ouest est inéluctable. Hitler décide alors de transformer la façade maritime en front défensif afin de concentrer à l'est l'essentiel des forces de l'armée allemande. Le rivage doit présenter une fortification continue dont les ports constitueront les points forts. Dans le cadre du mur de l'Atlantique, le plateau de la colonne présente de nombreux avantages. Une position en hauteur, dominant à la fois la ville et la rade boulonnaise, et une zone peu urbanisée. C'est pourquoi l'armée allemande implante de nombreuses positions fortifiées sur le plateau de la colonne. Le STP-240, Bushwin-Rochen, dépendant de la Kriegsmarine, et le STP-241, Crocus 1, 2 et 3, dépendant de la Luftwaffe. Au nord de la colonne de la Grande Armée, sur une colline offrant une large vue sur le pays boulonnais, il est codé STP-5, Napoléon Solle, c'est-à-dire la colonne de Napoléon. Le site sera ensuite renommé STP-240, Bushwin-Rochen, les anémones des bois. Cet endroit sera aussi le lieu d'un quartier général de la R, l'armée de terre. En 1943, ce point fortifié était commandé par l'Oberbootsmann Fritz, avec comme commandant second le bootsman Schedin, et contenait 117 hommes, 77 marins et une section d'infanterie. En 1944, le STP-240 était commandé par le Feldwebel Frey et contenait 67 hommes. Il y avait 15 constructions permanentes, avec 8 Tobruk et plusieurs tranchées. L'armement était constitué de 10 mitrailleuses légères des lourdes, d'un canon de calibre 10,5 cm, d'un canon Oerlikon antiaérien de calibre 2 cm, d'un canon PAC 40 de calibre 7,5 cm et d'un canon antiaérien Flak de calibre 2 cm. Lors du bombardement du 18 septembre 1944, plusieurs casemates et Tobruk ont été détruits, 3 soldats ont été tués et 6 blessés. L'endroit était desservi par une piste bétonnée encore visible de nos jours. De ce Panzerwerk, on avait une vue sur le radar Wassermann situé au niveau de Crocus 2. Par ailleurs, à l'ouest de la colonne, sur le plateau du chemin vert, les Allemands implantent un complexe de batteries antiaériennes de la Luftwaffe, connu dans un premier temps sous le code STP-60, Solle Flak, puis rebaptisé STP-241 Crocus, du nom d'une fleur méditerranéenne. Ce complexe est constitué de 3 batteries, Crocus 1, 2 et 3. La batterie Crocus 1 était située au niveau de l'actuelle avenue Percier-et-Fontaine. Elle était armée de 6 pièces lourdes de DCA, servies par 121 artilleurs. La position accueillait également des soutes à munitions, des abris pour troupes, 2 postes de télémétrie pour triangulation, 5 pièces de DCA plus légères, un emplacement pour projecteur et un radar avec conduite de tir. On peut d'ailleurs encore voir quelques casemates en partie remblayées. La batterie Crocus 2 était l'un des maillons de la station radar Bulldogge. Le second maillon était installé à Sainte-Cécile-Plage. Au printemps 1942, de nombreux ouvriers français sont réquisitionnés pour bétonner la structure de Crocus 2, à savoir un abri L480 portant un radar Wassermann de type S. Klein Heidelberg, dont on voit l'ombre sur cette photographie aérienne. Ce radar mesurait 54 mètres de haut, c'est-à-dire la même hauteur que la colonne de la Grande Armée. Ce radar allemand était destiné à brouiller les ondes britanniques du système radar installé de l'autre côté du Channel, notamment dans le Kent. Le système radar anglais, appelé la Chain Home Law, couvrait toutes les côtes sud et est du Royaume-Uni. La station radar allemande de la colonne était l'une des 5 stations radar installées par l'occupant allemand en France.
Le fonctionnement du radar Wasserman était assuré en mars 1943 par 19 techniciens. Crocus 2, et en particulier le radar, intriguait rapidement la résistance qui signalait une étrange tour camouflée par un filet. Vue de loin, on peut aisément la confondre avec la colonne de la Grande Armée. Crocus 2 s'étendait sur les actuelles rues Chaptal, Gounod et Chap. La base du radar Wasserman était située à l'est de l'actuelle rue Chaptal. Un bunker situé à proximité qui abritait des techniciens et matériels a été recouvert après-guerre. Il est possible de le deviner sous ce monticule de terre et d'herbe. La batterie Crocus 3 était la plus au nord des trois parties du STP-241, en limite de terrain de la colonne. Elle était formée de 3 pièces de DCA sous cuve, auxquelles s'ajoutaient des petits abris. En 1943, cette position était occupée par 17 artilleurs. Jusqu'à la fin des années 60, on pouvait voir une partie du fossé qui entourait cette position. On peut actuellement toujours voir quelques bunkers, principalement ceux des stockages de munitions. Pendant l'occupation, les Allemands respectèrent le monument de la colonne de la Grande Armée, tandis qu'à proximité, ils érigèrent une autre colonne, le radar Wasserman, pour brouiller les ondes du système radar britannique. Tout ceci permet d'expliquer l'acharnement de l'aviation et de la marine anglaise à mitrailler et bombarder le plateau de la colonne. On comprend donc que les quartiers environnants aient été quasiment rasés et que la colonne, qui est un point de repère visible de très loin, ait concentré les tirs sur elle. Des résistants boulonnais saboteront en décembre 1943 les installations allemandes de la colonne, endommageant notamment les dépôts de matériel. Durant l'occupation, la Kriegsmarine, en charge des points fortifiés de la Festung de Boulogne, créa au pied de la colonne un cimetière dans l'ombre de Napoléon, que les Allemands considéraient comme le plus grand soldat du monde. Du 19 octobre 1940 à août 1944, 315 soldats et officiers de toutes armes, principalement de la Kriegsmarine, morts dans les combats contre l'Angleterre y furent inhumés dans une des pelouses du parc. Parmi ceux-ci, on y trouvait la tombe de l'Oberleutnant zur See, l'équivalent de lieutenant de vaisseau, du docteur Klaus Dönitz, âgé de 24 ans. Il était le fils aîné du grand amiral Dönitz qui succéda au chancelier Hitler au moment de la capitulation de l'Allemagne. L'Oberleutnant Klaus Dönitz a été tué à bord d'une Schnellboot, une vedette de reconnaissance commandée par l'Oberleutnant zur See Walter Sobotka. Ce Schnellboot a été coulé au cours d'un raid nocturne dans la nuit du 12 au 13 mai 1944, au large de l'île de Wight, à hauteur de Cherbourg, par la frégate française La Combattante. Le corps de Klaus Dönitz ne fut jamais retrouvé, mais 6 des marins furent repêchés. Sa tombe de la colonne de la Grande Armée, surmontée de sa croix de fer, est donc purement symbolique. L'officier qui présidait la cérémonie d'enterrement rendit hommage à la valeur de ces héros, soulignant qu'ils dormaient à l'ombre du monument du grand soldat, qui, à la tête de la Grande Armée, avait forcé la victoire sur les champs de bataille. Plusieurs dizaines des 315 militaires allemands enterrés dans le cimetière de la colonne ont été tués lors du bombardement du port de Boulogne le 17 mai 1942. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Boulogne a été durement bombardée et mitraillée par l'aviation et la marine britannique. La colonne, vu sa position stratégique, a été également durement touchée, et les quartiers environnants du plateau de la colonne ont été presque entièrement rasés. De très nombreux éclats laissèrent dans le marbre et le bronze des traces plus ou moins profondes. Beaucoup d'arbres du parc et de l'avenue furent brisés au cours de ces bombardements. D'autres furent abattus par les Allemands pour être utilisés. Le radar Wasserman sera détruit à la mi-août 1944 par les Allemands eux-mêmes, afin que les installations ne tombent pas aux mains des Alliés qui se rapprochent de Boulogne. Ce sont surtout les combats de la libération de Boulogne qui vont frapper la colonne de la Grande Armée. En septembre 1944, ce sont les divisions canadiennes qui prennent à revers le mur de l'Atlantique et l'armée allemande qui est en retraite. Quelques unités combattantes allemandes résistent durement. La colonne et la statue se trouvent au milieu des rudes combats et des obus qui pleuvent. La batterie de DCA de Crocus 1, dirigée de manière précise par le poste d'observation de la colonne, harcèle les troupes canadiennes qui répondent par des tirs d'artillerie. Les divisions canadiennes sont appuyées par les bombardiers de la Royal Air Force qui, le 11 septembre 1944, pilonnent le chemin vert. Le 16 septembre, les positions allemandes du plateau de la colonne connaissent de nouvelles attaques d'ampleur, tandis que le Panzerwerk subit un raid de 2 escadrilles de Typhoon. Le Mont Lambert et le Panzerwerk de la colonne sont les 2 objectifs majeurs de la Festung Boulogne. Le bombardement massif des environs de la colonne était destiné à préparer l'assaut qui débute le 17 septembre 1944 à 7h45. C'est le régiment canadien de la Chaudière qui se porte sur la position.
Ce n'est que le 21 septembre 1944 que le secteur qui aura opposé aux Canadiens la plus belle résistance de toute la bataille de Boulogne tombe enfin. La colonne tout entière a été endommagée par les violents combats. Après la libération, les débris de la colonne et de multiples morceaux de bronze jonchent le sol. La tête de la statue de Napoléon, emportée par un obus, avait été projetée sur les tombes des soldats allemands inhumés au pied de la colonne. La tête de la statue et le bras droit tenant une étoile de la Légion d'honneur seront entreposés puis exposés au musée de Boulogne-sur-Mer. On peut estimer que la moitié de la statue de Napoléon avait disparu. Un fragment de bronze tordu donne l'air à l'empereur d'avoir un deuxième bras en l'air et d'implorer le ciel. Les morceaux dispatchés aux alentours sont récupérés en vue d'une rénovation ultérieure qui surviendra beaucoup plus tard. L'aigle impérial du sceptre a été emporté par un soldat allemand. Il sera retrouvé quelque temps plus tard par un officier britannique à Lille, dans un endroit abandonné. Dominant la falaise de ses 54 mètres, la statue de l'empereur réalisée par Bozio avait été un point de mire tentant pour les artilleurs. Les dégâts furent très sévères. Chaque coup au but avait fait voler bronze ou marbre, et le chapiteau fut durement touché. La balustrade, les feuilles d'acanthe et le chapelet de perles d'Auve ont été abîmés. Le fût de la colonne a été fortement touché. Plusieurs obus l'ont traversé, impactant l'intérieur et les marches d'escalier. En tombant sur le sol, les débris des blocs de marbre ont fait éclater les marches, les corniches et le piédestal. Les 2 lions en bronze à l'entrée du piédestal, qui ont été fabriqués par le sculpteur Jean-Guillaume Moite, et qui sont les seuls bronzes qui ont échappé à la destruction pendant la restauration de la monarchie, ont aussi été touchés par la mitraille et en gardent quelques impacts. Le lion de droite a été atteint par un obus à sa base en 1944. Il s'est soulevé avec son piédestal pour retomber aussitôt sur son emplacement, où il continue encore à monter la garde. L'angle supérieur gauche du bas-relief est a été touché par plusieurs obus de petit calibre, provoquant des déchirures du métal, dont une éventration de plus d'1 mètre, dans laquelle les oiseaux ont installé leur nid pendant de nombreuses années. À chaque averse, l'eau s'infiltrait à l'intérieur du monument, dans l'escalier et dans la salle des archives. Le bas-relief ouest fut moins touché, mais l'aigle aux ailes déployées et le tore garni de feuilles de chêne ont été fortement abîmés. C'est de ce bas-relief ouest que lors de la libération de Boulogne en 1944, un soldat allié a emporté la tête de l'empereur comme souvenir, après l'avoir découpée avec une scie à métaux. La salle des archives n'a pas été épargnée. Des mains aussi stupides que sacrilèges ont abîmé les bustes en marbre de Carrare de Napoléon, Soult et Bruix, dans la crypte où sont gravés sur les murs en lettres d'or les noms des généraux de la Grande Armée. La ville de Boulogne étant détruite à 80%, les priorités de construction sont pour les habitants qui reviennent peu à peu dans la ville. La colonne de la Grande Armée devra attendre 10 ans pour qu'on pense à la restaurer, et 8 ans de plus pour réunir les moyens de le faire, grâce à la mobilisation de tous les légionnaires et des autorités civiles.